Voilà, deuxième temps fort de cette matinée, ville intelligente, ville durable et territoires innovants. C'est le titre de cette séquence pendant laquelle vous continuez à interréagir sur le 06 40 24 21 57 parce qu'il y a d'une part l'exigence du développement durable, de l'autre les nouvelles formes d'économie, on en a parlé déjà un petit peu précédemment, l'économie circulaire, et puis les nouvelles formes de citoyenneté. Tout cela est en train, que vous le vouliez ou non, de changer la ville. Alors, comment les organismes HLM peuvent s'inscrire dans ce mouvement? Comment elles peuvent avoir un rôle moteur? C'est ce que nous allons voir durant cette séquence. Et pendant que, pourquoi reste-t-il? Pourquoi vous ne montez pas, les intervenants? Rapprochez-vous. Je vais vous les présenter pendant qu'ils s'installent. Frédéric Bierry, tenez à lever la main, vous voyez qu'on vous identifie bien, mais on vous a déjà identifié parce qu'on vous a vu hier, président du conseil départemental du Bas-Rhin, vice-président de l'ANA. Thierry Bièvre, qui est ici, président du pôle de compétitivité Alsace Fibre, Énergie Vie. Jean-Pierre Choël, qui est ici, directeur général de Promocil, un organisme HLM dans le Nord, 15 000 logements. Sous votre impulsion, la Sambre et l'Avènement ont été sélectionnés en 2015 comme TEPCV, territoire à énergie positive pour croissance verte. Et puis vous êtes conseiller et secrétaire général de la Fédération des ESH. C'est peut-être important quand même de le préciser. Thierry Marcoux, directeur de programme de la Fondation Internet Nouvelle Génération, pilote projet Audacities. Il est là, en deuxième position. Et puis François Richard, c'est le dernier, bonjour à vous, directeur partenariat et réglementation Smart Cities et Territoires chez Orange. Et puis non, Cédric Van Stevendel, pardon, excusez-moi, président de Housing Europe, Fédération européenne des HLM, directeur général de l'Est Métropole Habitat, c'est 16 000 logements dans l'Est lyonnais, et puis président du groupe de travail services aux locataires et numérique de l'USH. Ça a son importance parce qu'on va en parler tout à l'heure. Bon, on va d'abord parler d'économie circulaire et de collaboration entre une grande ville et des petites communes qui l'entourent. C'est à Amsterdam que nous nous sommes rendus. La démarche, et vous allez voir, est vraiment intéressante, d'autant plus qu'il y a collaboration entre le public et le privé. Regardez. En 2015, la métropole d'Amsterdam compte 2,5 millions d'habitants. Elle adopte une stratégie de transition vers une économie circulaire. They said in 2050, they said we as the Amsterdam metropolitan region would like to be the front runners worldwide in designing smart solutions for the use and reuse of our valuable resources in the area. And then they started this very complicated program because obviously if you want to do that, and there are 32 municipalities in the Amsterdam metropolitan region, if you want to do that, you have to assure that you have everyone to agree upon a certain approach, because if you have currently waste streams within the different municipalities, you need to assure that all those contracts that are in place for collecting waste streams and then bringing it to companies that actually burn the waste for electricity generation, that you dismantle all those contracts and start making those waste streams available as resource streams for the circular economy. After 1.5 years, we agreed upon a program for the whole of the Amsterdam metropolitan area with the agreement of the vice mayors, the mayors, the civil servants, a lot of other different organizations, that for the next 5 years we will be focusing on 9 important resource streams, circular procurement, and the production of certain types of biomass for the region of Amsterdam. And the Amsterdam Economic Board is funded by 120 companies and 32 municipalities and 2 provinces. And those companies all find it very important and valuable that, you know, their region will be a region that people want to work in, live in, and develop business in, and entrepreneurships in the future. Then we say, a very important thing about the transition towards circular economy is that you create demand. And we have 150 members, the Amsterdam Economic Board, large companies, large institutions, so they're all able to start
buying the product. So we have started a couple of programs, large programs on the communities of practice on how to change your procurement system as such that you include products that are being made in a circular way. And we work with the transition methodology, transition management, that we say, okay, if you want to do things differently, you have to select front runners, people that work together from all different backgrounds, from all different organizations that say, okay, we're going to do things differently, that they commit themselves publicly that they're going to do things differently, and that they will show publicly that they've done things differently. By showing how things can be done differently, they will inspire others and others will follow. So that's more or less what we do for each research stream. Voilà pour ce qui se passe à Amsterdam. Thierry Bièvre, donc je rappelle que vous êtes président du pôle de compétitivité Alsace Fibre Énergie Vie. Vous avez vu ce qui se fait aux Pays-Bas. C'est quoi votre pôle de compétitivité? Comment est-ce que finalement il contribue lui aussi au dynamisme économique? Alors, bonjour à toutes et tous. Le pôle de compétitivité, pôle Fibre Énergie Vie, est dédié au bâtiment durable. En quelque sorte, c'est l'outil du bâtiment dans le programme de la transition écologique et pour la croissance verte. Donc les acteurs, les membres qui sont adhérents dans ce pôle travaillent dans différents domaines stratégiques pour l'innovation, pour permettre donc à une collectivité, à un écosystème de pouvoir faire progresser cette filière du bâtiment et casser les idées reçues, qui sont nombreuses d'ailleurs actuellement dans notre secteur, pour se diriger de plus en plus rapidement vers un bâtiment plus sobre, plus confortable, plus généreux, moins énergivore, plus qualitatif sur le plan, on va dire, des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu des événements climatiques qui sont récurrents. Et bien évidemment, on a besoin de tous. Et forcément, aujourd'hui, Et donc des bailleurs sociaux. On a surtout besoin des bailleurs sociaux, parce qu'on sait très bien que les bailleurs sociaux sont des pionniers. Ils ont toujours été pionniers dans les bâtiments démonstrateurs. Attendez. Vraiment, vrai? Là, vous dites pas ça juste pour leur faire plaisir? Je ne dis pas ça pour leur faire plaisir, c'est justement pour redonner encore un coup d'élan, en fin de compte, Ah oui, c'est pour les faire plaisir, mais quand même les encourager, quoi. Oui, il faut toujours encourager. De toute façon, c'est nécessaire. L'énergie positive, elle est partout. Elle est également aussi dans les éléments de langage. Et je pense qu'on a besoin, on va dire, de votre concours, puisqu'en fin de compte, pourquoi doit-on faire de l'innovation? Pourquoi doit-on réaliser une ville durable? Bien évidemment, pour les usagers. On a parlé exclusivement des usagers ici. On a parlé d'innovation, mais pas simplement d'innovation technologique ou technique. On a parlé de management de l'innovation. Et le rôle d'un pôle, c'est justement de manager cette innovation et de mettre en relation des universitaires, des collectivités, des élus, des usagers, des acteurs de la construction, des bailleurs sociaux, bien évidemment. Et donc, c'est une réalité. Aujourd'hui, le véritable bénéficiaire, ça doit être l'usager. Et encore plus l'usager du monde social. L'habitat social, c'est là où il y a le risque de précarité énergétique, c'est là où il y a plus sans doute de difficultés, on va dire, de donner, on va dire, de confort, parce qu'on a peut-être moins de moyens. Et donc là, il faut donc travailler ensemble, se rassembler et permettre... Bon, mais Thierry Bièvre, quand vous oubliez vos éléments de langage, comme vous dites, vous n'avez pas envie un peu de les engueuler, de les secouer, de leur dire « Attendez, vous n'allez pas assez vite, regardez ce qui se passe ». Alors, on va partir d'un exemple, si vous me le permettez. Aujourd'hui, il se trouve que, et comme on n'est pas très nombreux, je vais vous donner un secret. Pas très nombreux, la salle est grande, hein, ils sont quand même plusieurs centaines. Ce secret, je vous invite malgré tout à le partager. Aujourd'hui, en France, d'ores et déjà, en 2017, on est capable de vivre dans un logement sans facture énergétique, sans que ça coûte plus cher à construire. Et donc tout ça, c'est né grâce au pôle de compétitivité, pôle énergie vie. Donc on a besoin, en fin de compte, de ce catalyseur. Vous vous rendez compte, quand même, vous ne répondez pas du tout à ma question, quoi. Mais enfin, c'est pas grave. Non, mais j'essaye de faire passer, on va dire, l'essentiel. L'essentiel, c'est justement, c'est de traduire la capacité qu'ont les acteurs du bâtiment de pouvoir créer quelque chose dont ils se sentent pas forcément capables au départ, mais à partir du moment où on crée un collectif, on coopère, donc on met en face des universitaires, des acteurs de la construction, un pôle donc, qui catalyse tout ça, et ensuite donc, des collectivités ou des bailleurs sociaux ou des promoteurs qui ont un besoin spécifique, c'est-à-dire de répondre à ce marché de la ville durable, eh bien on est capable de créer, on va dire, quelque chose qui semble inatteignable,
comme le logement sans facture énergétique. Et donc, c'est forcément casser des préjugés que d'adhérer à cette vision et donc venir travailler, devenir membre du pôle Fibre Énergie. Donc, c'est pas simplement un pôle de compétitivité de la région Grand Est, hein, c'est un pôle de compétitivité nationale. Donc, on s'adresse en fin de compte à l'ensemble des acteurs du monde de la construction. Je reviendrai vers vous, Thierry Bièvre. Frédéric Bierry, je m'adresse à vous également. Quand on s'est eu au téléphone pour préparer cette table ronde, vous avez eu une phrase superbe. Si, il faut lier la pierre et la personne. Ah, j'ai trouvé ça super. Et puis ensuite, j'ai rien compris. Ça consiste en quoi? Écoutez, l'aide à la pierre et l'aide à la personne, c'est fondamental de les lier. Ça veut dire quoi? C'est très simple. Vous avez parlé des progrès technologiques. C'est fantastique et c'est vrai qu'on a aujourd'hui des progrès tous les jours et qui peuvent améliorer clairement la qualité du bâti. Donc on a amélioré la modernité des équipements, c'est palpable par tout le monde. Mais si vous avez un bâtiment très isolé et que vous n'expliquez pas aux gens comment l'utiliser, et que, par exemple, ils continuent à ouvrir la fenêtre tous les jours et leurs habitudes, vous ne les modifiez pas, finalement, on va perdre tout le bénéfice de ces nouvelles organisations de bâtiments. Donc, c'est très important aussi de former les locataires, du coup, de les accompagner. Et aujourd'hui, il y a l'enjeu, bien sûr, de la domotique, tout ce qu'elle va pouvoir générer. Mais si on n'accompagne pas en termes de services nos concitoyens, on perdra tout le bénéfice de cette modernité. Il y a un enjeu d'éducation. Alors, il y a bien évidemment un enjeu d'éducation. Moi, aujourd'hui, je suis même en train d'introduire dans les collèges l'apprentissage de la gestion d'un logement et de la gestion d'un budget. Parce qu'on apprend Pythagore et Thalès, c'est fabuleux. Je ne sais pas si vous utilisez tous les jours Pythagore et Thalès. Par contre, gérer un budget, Aristote, en tout cas. C'est fondamental. Vous avez cité Aristote, vous voyez. Qu'est-ce que vous attendez finalement? Et c'est quoi l'attente des élus? Vous êtes président du conseil départemental. Envers les bailleurs sociaux dans le cadre de cette problématique? Ouais, moi, j'ai plusieurs attentes vis-à-vis des bailleurs sociaux qui avancent tous les jours, qui progressent. Alors d'abord, dans le lien avec tout simplement le locataire. Je pense qu'aujourd'hui, on a des choses à travailler tous ensemble, je dirais élus et bailleurs sociaux dans la proximité, parce que par exemple, on sait qu'un des enjeux majeurs, c'est le vieillissement de la population. La domotique permet de faire de très belles évolutions. Là, je viens d'inaugurer à Wörth, tout près d'ici, avec l'Opus, des logements adaptés à la perte d'autonomie. Mais il faut qu'on construise aussi à côté tous les services qui vont bien avec. On sait qu'on est dans une perspective de créer des maisons de retraite à domicile. Pour ça, on a besoin des bailleurs sociaux pour construire ce type de logique. Ce qui est important aussi, c'est que le logement soit plus évolutif. Les comportements changent, les modes d'habiter changent. On voit bien aujourd'hui qu'il faut qu'on puisse avoir du logement social, auberge espagnole, qu'on puisse faire du logement social coaché. Aujourd'hui, on a du logement coaché pour des réfugiés, pour des jeunes réfugiés qu'on accompagne, du logement pour les personnes en situation de handicap. Donc, dans le lien avec l'usager aussi, c'est face aux impayés, par exemple. On voit bien qu'on a traité les impayés d'énergie très en aval. Si, avec nos travailleurs sociaux, on travaille en amont des difficultés de nos concitoyens, on pourrait réduire toute l'énergie administrative perdue par les équipes, tout le temps, tout l'argent aussi dépensé à travers le Fonds de solidarité logement qui pourrait être évité dans un travail très en amont. Donc moi, il y a cet enjeu-là de travail avec l'usager au quotidien, avec les bailleurs sociaux sur le lien avec le locataire. Il y a aussi la confiance dans les territoires. Je sais que naturellement, les opérateurs bailleurs sociaux sont attirés par les grands centres urbains. C'est important. Les agglomérations Jean-Pierre Choël sont des locomotives, locomotives pour les territoires, mais on voit aussi que beaucoup de territoires autour sont dynamiques et sont parfois boudés par les bailleurs sociaux. Et donc pour moi, il y a des vrais enjeux là à installer une gouvernance territoriale par bassin de vie avec les opérateurs bailleurs qui, à mon avis, ont toute leur place à renforcer encore avec les élus parce qu'ils connaissent la réalité des locataires. Et avec vous, on peut construire des choses intéressantes, adaptées au potentiel de chaque territoire. Parce que chaque territoire, qu'il soit rural ou urbain, a des potentiels sur lesquels on peut s'appuyer pour faire dynamique de logement et dynamique de développement. Alors voilà, avec ces histoires, avec ces problématiques de bassin de vie, on se recentre sur vraiment la problématique de cette première partie.
Jean-Pierre Choël, je vais chercher votre prénom. Vous avez beaucoup travaillé sur justement cette notion de territoire, ce que nous disait Frédéric Bierry à l'instant, le fait finalement, souvent on se focalise un peu sur les centres-villes, on oublie les communes autour. Comment ça peut fonctionner aussi bien qu'Amsterdam? Alors, d'abord, pour comprendre la suite du propos, d'abord une petite présentation. Promocil, c'est 2 sociétés, en fait, Lavenoise et Promocil, c'est 15 000 logements sur 120 communes du sud du département du Nord et qui logent à peu près 15% de la population du bassin d'habitat. Donc une responsabilité d'abord très très importante, d'abord vis-à-vis de cette population logée, mais aussi vis-à-vis du territoire dans son intégralité. Le groupe a été créé par des entreprises locales il y a quelques dizaines d'années et toujours gouverné par cet entrepreneuriat local qui souhaite utiliser cet outil HLM comme un véritable, pas seulement comme un constructeur gestionnaire de logements, mais avec les élus politiques, avec les services de l'État et en règle générale tous les outils qui s'occupent de l'aménagement du territoire, eh bien être un acteur de l'aménagement du territoire, être autour de table de l'aménagement de ce territoire. Donc je rejoins complètement le propos de notre ami. Le bailleur doit trouver sa place dans ce tour de table de l'aménagement du territoire. Alors comment, et je termine là-dessus, c'est qu'il faut sortir de l'organisme HLM et s'impliquer dans toutes les gouvernances de tous les outils locaux d'aménagement du territoire. C'est quoi ces outils locaux? C'est l'agence d'urbanisme, prendre la vice-présidence de l'agence d'urbanisme, c'est prendre la coprésidence de la plateforme pour l'emploi des jeunes du président de région Xavier Bertrand, c'est prendre une présidence de conseil de développement. Voilà, donc les cadres sont invités, le directeur général en tête, à sortir de la société et à s'impliquer dans l'organisation de la vie civile et s'impliquer dans tous les outils. C'est une demande des élus, c'est une commande des élus, parce que les élus ont besoin d'alliés, ils ont besoin de pièces d'appui. Et sur des territoires comme Maubeuge et Fourmies, on n'est pas très nombreux comme outil opératif. Et donc il est très très important, et là un petit message au passage, il faut rester dans le positif, mais au pouvoir public, attention, prendre soin des outils comme ça sur une France qui est dans des endroits comme ça fracturés. L'organisme HLM a un rôle central dans l'aménagement de ce territoire, dans son développement, j'allais dire sa survie, mais dans son développement, dans ses perspectives. Et je referme cette parenthèse, mais s'il vous plaît, prenez soin de ces organismes HLM sur les territoires éloignés, sur les territoires qui ne sont pas ces grandes métropoles, parce que ce sont des véritables outils qui tiennent les territoires aux côtés des élus. Je referme la parenthèse. Et pour créer le lien véritablement entre ces différents c'est une affaire d'homme. C'est une affaire d'homme. C'est-à-dire il faut qu'on puisse se tutoyer, qu'on puisse se faire confiance. Et ça s'inscrit dans le temps. Là aussi, les organismes HLM et les actionnaires ont cette responsabilité de mettre des hommes à la tête des directeurs généraux, des présidents de directoire des organismes HLM qui s'inscrivent dans le temps et dans le paysage pour pouvoir s'approprier cet environnement et être vraiment force d'appui, voire force de proposition aux collectivités locales qui ont cette responsabilité directe d'aménagement du territoire. Voilà, nous ne sommes pas que des outils, nous sommes des acteurs. Et à ce titre, nous demandons d'être respectés et d'être soignés. Parce que quand tout va bien, quand il y a des perspectives de reprise de croissance, on peut penser qu'on peut se passer de nous, mais quand la fortune va revenir à l'envers, on sera peut-être peiné de ne plus nous trouver autour de table pour panser les plaies de ces fractures. Cédric Van Stevendel, je vous vois songer. Vous avez le droit. Hein. Si vous voulez applaudir, applaudissez. Faites pas un petit truc. Est-ce que les autres vont me suivre? Je vous voyais songeur. Jean-Pierre Choël parle d'or. Sur la nécessité de faire partie de l'écosystème, bien entendu, mais à la fois, c'est pas nouveau. Ce qui est intéressant, notamment dans le thème qui a été retenu, c'est que les bailleurs sociaux, aujourd'hui, produisent de la ville. Nous ne sommes pas des producteurs de logements, qu'on ne nous enferme pas dans cette position-là. Et nous ne sommes pas des outils de production de logements. Nous sommes des outils pour les villes et pour les territoires. Nous produisons de l'habité, nous produisons une expérience de vie, nous produisons des parcours de vie. Et c'est ça aujourd'hui qui est remis en question. Et pour faire ça, on le produit bien sûr pas tout seul, et c'est pour ça que je rejoins complètement Jean-Pierre Choël. Pour faire ça, ça veut dire qu'on est dans un écosystème. On n'est pas une variable d'ajustement au gré des préoccupations de Bercy. Nous sommes un opérateur qui construit, qui amène du service, dont les
personnels sont sur le terrain, aux côtés des habitants, et qui accompagnent cette vie quotidienne. Donc c'est pour ça que ce thème de ville intelligente, ville durable, pour nous, il est extrêmement important. Nous en sommes un des opérateurs, et c'est pour moi le cœur de notre mission. Et la question d'aller être représenté dans telle ou telle instance, ce n'est pas des questions de représentation individuelle, c'est juste qu'on doit être dans le tour de table, et on fait le job depuis longtemps dans des endroits où un certain nombre d'autres opérateurs institutionnels se sont désengagés. C'est tout ça qu'il faut qu'on mesure dans cette question des villes durables et intelligentes demain. Bien, on va avancer. Hein, à moins que vous vouliez réagir sur cette question-là, monsieur, mais a priori, c'est moins votre parti. On va avancer parce que je voudrais qu'on s'interroge maintenant à la façon de faire mieux participer les citoyens, pas seulement aux décisions, comme on a pu le voir précédemment, mais aussi aux solutions. Et je vous propose l'exemple de Hambourg. Alors Hambourg, ville allemande de 2 millions d'habitants, une ville dense, une ville chère, et qui a vu en quelques mois arriver des dizaines de milliers de migrants, et qui a trouvé des solutions, notamment grâce à un système de consultation, participation. Regardez, c'est mieux que mes explications. He was wondering whether we could use this new technology in order to work with the citizens and find new locations for refugee accommodation. À l'initiative de son maire, Olaf Scholz, Hambourg aspire à s'élever au rang de Smart City et prend appui sur le Hambourg City Science Lab, un institut de recherche universitaire qui mène un programme de recherche sur l'interaction entre villes et données numériques. In February 2016, we had a huge amount of refugees coming to Hamburg, and it was a big challenge for the city to accommodate these refugees in the city, because Hamburg is a city-state and we have very limited space in the city to accommodate the refugees. And the mayor, he was very much looking for a way to include the citizens in the process of accommodating the refugees. So his aim was, on the one hand, to first of all bring the topic of refugee accommodation to public debate. Le défi principal à relever était que la plupart des habitants qui ont participé aux ateliers de concertation n'avaient aucune connaissance en matière de planification urbaine ou de données numériques. Il était donc crucial de présenter les données et les cartes sous un format pédagogique et compréhensible par tous. Les habitants étaient conviés à faire connaître les sites de leur quartier qui leur semblaient les plus adaptés à l'installation des structures d'accueil des réfugiés. And then we had 34 workshops where local citizens could participate and could work together in finding new locations for refugee accommodation. And surprisingly, there were really a few places that the city hasn't thought of. So they were like, wow, you bring in so much local knowledge, and we haven't actually focused on this area. So in numbers, we have approximately 160 different locations that the people suggested to the city, and the city had 2 weeks' time to investigate whether or not it is possible to build accommodations on these suggested plots, and afterwards there was a feedback given to the participants. So it was very open, very transparent, and after 2 weeks the results were published online, so everybody could log onto the internet and can see this was the suggested area, and for these reasons it is possible to use this location, or for these and those reasons it is not possible. So it was a very transparent communication between the municipalities, between the politicians, and also the local citizens. Started to integrate the people into the decision-making progress. We told them as soon as we knew, or if the planning had advanced to a certain phase, we were saying, well, we are planning to build some houses here. This is what they could look like. So many people could be coming, and what do you think about it? Well, it wasn't really, they couldn't discuss, well, they could discuss everything, but couldn't change something. Sometimes they could say, well, we don't want 3 stories, we only want 2 stories, or we don't want this color, or we prefer that color, or could you build a wall, or could you put up some plants or things like that. Often that helped. Voilà pour ce qui s'est passé à Hambourg. Cédric Van Stuyvendel, je vous redonne la parole parce que ça me paraît important que vous commenciez cette séquence. C'est important
de donner la parole de faire participer les habitants. Vous voyez, dans le film, il disait qu'ils ont une autre perception, ils ont parfois des idées auxquelles les autorités politiques ou administratives n'ont pas pensé. Oui, vous me permettez juste une petite incise. En tant que président d'Housing Europe, je suis extrêmement content qu'on puisse présenter ce type d'expérience, à la fois les films qui ont eu lieu ce matin et puis cet après-midi. On voit quand même la richesse de ce qu'on a à apprendre de ces différentes villes. Et je remercie vraiment Christophe Boucaud puis l'équipe de l'Union sociale pour l'habitat à Bruxelles, dont parfois on se demande ce qu'ils font, de nous amener aussi ce type d'expérience. Moi, je ne me demande pas ce qu'ils font, hein, mais par contre, parfois on nous interroge en disant, vous voyez, c'est vraiment important d'avoir des gens à Bruxelles. Voilà. Ça, c'est vraiment des choses extrêmement... Ils ont travaillé comme des Romains voilà. et on a des exemples de ce congrès qu'ils en soient salués tout à fait officiellement. C'est bien de... Voilà, donc pardon, mais ça me semblait important. Voilà, on a des vraiment équipes, les applaudir. Elles sont au travail et du coup, elles nous présentent des choses extrêmement intéressantes, surtout sur cet exemple de l'accueil des réfugiés dont on sait en France la sensibilité de ce sujet. Moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que la ville, c'est un terreau à utopie et à dystopie, à rêve et à cauchemar. Et cette ville durable et intelligente, elle n'échappe pas à ce risque-là. Elle n'échappe pas à ce risque-là, et ce risque est trop souvent instrumentalisé, puisqu'on va avoir les tenants de la Smart City auxquels on va répondre en disant oui, mais c'est une ville inhumaine, etc. On voit bien que c'était question de curseur, et que cette ville qui mobilise de la technologie de manière très importante, finalement, elle produit des solutions d'une grande humanité en se saisissant à bras-le-corps d'un sujet extrêmement difficile qui est celui de l'accueil des réfugiés. Et donc, moi, j'ai envie de vous proposer que, petit à petit, on fasse évoluer un peu la sémantique autour de cette question des villes intelligentes et durables, et que de temps en temps, on parle de villes astucieuses, de villes malines et de villes bienveillantes, parce que je pense qu'au final, ce sont les stratégies à l'œuvre des villes qui développent ce type de stratégie pour les habitants. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire dans la place qu'on laisse aux gens? Ça veut dire que ce sont des villes qui vont laisser la place aux usages en premier. Ces villes durables et ces villes intelligentes de demain, elles vont mettre l'usage au cœur, à la fois dans la capacité des habitants à l'exprimer, mais aussi dans la capacité à repérer ces usages et à en tenir compte dans les process d'urbanisation, de design de services, etc. C'est un deuxième élément extrêmement intéressant, c'est que pour moi, ça devient des villes du possible et d'un possible beaucoup plus important. Là, on vient de voir la possibilité de se saisir d'espaces temporaires sans vocation pour accueillir des réfugiés. On voit aujourd'hui toute la place que prend l'urbanisme temporaire. Je pense que ces villes intelligentes et ces villes durables, elles vont nous permettre d'avoir des villes que je formulerai à capacité variable. Alors, n'entendons pas par capacité uniquement des questions de personnes, mais parlons aussi de services, parlons d'activités. Et ça, je pense que ce sont des choses extrêmement intéressantes qu'on va arriver à construire avec l'ensemble des opérateurs. Ce qui pose un problème aujourd'hui, c'est que ces politiques publiques qui construisent la ville, elles sont perçues comme descendantes. Or là, on voit qu'avec l'ensemble de ces méthodologies, de ces technologies qui arrivent, on arrive à créer des processus d'itération qui construisent la ville de demain. Et ça, moi, je vous assure que ça m'enchante, ça me ravit, parce que je trouve qu'on est en train de proposer d'autres modèles de construction de la ville. Et puis le troisième point, vous l'avez évoqué, ce sont des villes dans lesquelles on est en train de faire des évolutions majeures en matière de démocratie participative, dont on se gargarise depuis 20 ans, sur lesquelles on a peu progressé, même si on a tous fait des efforts. On voit bien que ces éléments qui arrivent dans le débat public permettent de mobiliser très fortement les habitants. Et par pitié, ne me ramenez pas la question de la fracture numérique comme étant ce qui va rendre impossible une démocratie participative. Bon, alors au contraire, on va mélanger le présentiel et la démocratie numérique. Et je pense que c'est un package de ces éléments-là qui va faire en sorte qu'on va avoir des pratiques renouvelées en matière de démocratie, puisque les habitants, qu'ils soient dans les quartiers de logement social ou qu'ils soient dans la ville, ils ont envie de ce débat. Ils souhaitent participer, pour autant qu'on n'en fasse pas un espèce de simulacre. Et j'ai vu avec intérêt Paris, et je finirai là-dessus, qui vient de lancer un nouveau débat participatif, qui le dote de plus de 30 millions d'euros. Ça commence à dire quelque chose quand vous dites aux habitants qu'ils vont pouvoir infléchir plus ou moins 30 millions d'euros d'investissement sur une ville. Thierry Marcoux. Ouais. Thierry Marcoux, par pitié, ne nous parlez pas de fracture numérique, mais quand même sur... Non, c'était pas mon intention, voilà, j'adhère totalement. J'ai bien compris, quand même, la technologie change tout et permet des choses formidables. Non, mais vraiment, j'adhère
oublions la Smart City et adhérons effectivement à cette ville astucieuse, agile, et qui s'appuie sur de nouvelles compétences que le numérique a quand même beaucoup permis de faire émerger. Enfin, si je peux rebondir sur vos propos, hein, et encore une fois auxquels j'adhère totalement. La Smart City, enfin j'en parle un peu parce que c'est un peu dans l'intitulé. Ah, un petit peu, oui. C'est quelque chose... Peu importe comment on l'appelle, enfin, finalement. Hein. Non, j'en parle rapidement, non pas pour l'évacuer, mais pour dire que finalement, petite anecdote, l'inventeur de l'expression Smart Cities et son premier promoteur, c'était IBM. Hein, IBM a été un ardent promoteur et encore une fois concepteur un autre bailleur social de cette approche moins connu, Smart City. Et en fait, ça fait 2 ans qu'il n'utilise plus. Voilà, c'était un concept. D'un point de vue marketing, le concept est épuisé. Et aujourd'hui, IBM, même au salon, on n'est pas là pour faire du marketing, on est là pour expliquer que la vie a changé. Artificielle et autres. Enfin bon, voilà. Donc, et nous à la FIG, on est totalement sur cette approche du numérique par les usages et comment le numérique a enclenché des dynamiques d'empowerment. Hein. Je rappelle que l'empowerment est au départ un terme d'urbanisme, hein, inventé par l'école de Chicago dans les années 30. Enfin, il s'agissait de faire monter en compétence les habitants des quartiers défavorisés à Chicago. On a repris ce terme pour le numérique, mais aujourd'hui, on voit que les gens ont acquis donc de nouvelles compétences. Il y a la fracture numérique qui est derrière nous, je suis complètement d'accord, et les gens ont multiplié les usages. Moi, autre anecdote pour rebondir sur ce que je viens d'entendre, il y a quelques années, on s'est intéressé à la rive droite de Bordeaux, qui est un peu la Seine-Saint-Denis de Bordeaux, si vous me passez l'expression pour rebondir sur la table ronde d'avant. Et on a fait le premier diagnostic numérique d'un territoire. On s'est intéressé aux pratiques des habitants de ce territoire. Et c'était les premiers réseaux sociaux, Facebook commençait à monter en puissance, mais il y en avait d'autres. Et on s'est rendu compte d'une chose incroyable, c'est que la moitié des publications publiées sur ces réseaux sociaux parlaient de là où les gens étaient. Ça parlait des immeubles de la rive droite, des parcs, des différentes résidences. C'était un gros projet en rue, donc il y avait déjà beaucoup de travaux de rénovation. Mais les gens racontaient tout ça. Et à l'époque, nous, on s'est intéressé à ça. Les 4 ou 5, pardonnez-moi, je ne me rappelle plus, communes concernées par ce grand projet de ville, on est allé les voir et ils ignoraient totalement ça. Donc voilà vraiment une vraie manière. Les gens s'en servent. Même quand vous ne leur demandez pas de vous en servir, ils parlent de leur territoire, ils racontent ce qu'ils vivent sur leur territoire, ils l'échangent, ils le partagent. C'est vraiment quelque chose qui me paraît tout à fait emblématique de la situation qui est la nôtre aujourd'hui par rapport à ça. Frédéric Bierry, on parle donc de démocratie, ces nouvelles formes de démocratie participative, numérique ou autre. Vous avez développé dans le Bas-Rhin les assises de l'engagement. C'est un peu cette idée-là ? Oui, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enjeux de société. On sait très bien que les moyens publics ne pourront pas nous permettre de faire face à tous les enjeux de la société. Et donc, il faut qu'on soit aujourd'hui dans une démarche que moi j'appelle la démocratie d'implication, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble de nos concitoyens s'impliquent sur l'ensemble des enjeux de la société. On a besoin de chaque personne pour faire face à tous les enjeux. On doit passer d'un système qui était un système de l'assistanat, à un système de bienveillance responsable. Et pour ça, il faut d'abord s'adresser aux experts de terrain. Les experts de terrain, c'est ceux qui vivent la vie quotidienne. On est tous experts de notre vie quotidienne. Moi, je suis un adepte de la cafetière à l'italienne. Alors, la cafetière à l'italienne, ça veut dire que ça bout par le bas, ça remonte, donc on partage avec les experts, avec les hautes autorités, et ensuite, ça infuse sur l'ensemble. C'est mieux que Nespresso où on pressurise tout et... Non, c'est cette volonté de partager d'abord avec ceux qui sont sur le terrain pour que ce soit incarné. Et donc, toutes les initiatives qui ont été présentées tout à l'heure vont dans ce sens-là. Jean-Pierre Choël, c'est quoi le rôle des HLM dans ce mouvement de démocratie participative ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je ne m'attendais pas à ce que vous me la posiez, mais nous sommes, au contact direct, oui, bien sûr. C'est le jeu. Nous sommes au contact direct de cette population à travers notre gestion de proximité. Nous sommes au contact direct dans nos responsabilités de gestion de cette ville dite intelligente, que l'on souhaite intelligente. Et donc, dans cette proximité avec les collectivités locales, le fait d'être intégré très en amont dans tous les projets d'évolution de cette ville, voilà, nous avons un rôle de relais. Nous
nous avons un rôle un petit peu disruptif par rapport au... Ah, ça, c'est un mot à la mode. Hein. Oui. Et oui, mais pourtant, pour ne pas se faire disrupter, il faut être disruptif soi-même. Hein. Et on le voit bien en ce moment. Et donc, il faut innover. Et donc, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, je pense que je vois à quoi vous pensez. C'est que nous avons, nous, innové en matière de digitalisation d'une partie de notre métier, qui est l'information du demandeur de logement. Dans la loi Allure, son article 97 impose aux collectivités locales de créer un lieu où l'ensemble de l'offre locative mobilisable est accessible pour l'ensemble des demandeurs de logement. Et donc nous nous sommes substitués, ou nous avons proposé à la communauté d'agglomération de se substituer à elle, et nous avons innové en créant une borne interactive digitale sur lequel, qui est à la communauté d'agglomération et qui permet à la communauté d'agglomération de remplir cette obligation, mais en innovant. Cette borne s'appelle Logement Connect. C'est un brevet qui a été déposé par une start-up. Nous avons créé un petit groupe de consultants, Violaine Victor à l'époque chez HTC, Isabelle Gascon qui est spécialiste des plateformes de marque qui travaille pour la grande distribution, et une start-up qui s'appelle Edo et qui nous a développé un concept digital d'écran tactile sur lequel tout demandeur de logement peut venir consulter l'offre de logement mobilisable. Et alors, l'innovation, c'est d'abord avoir perçu qu'effectivement, il n'y a pas de fracture numérique du tout, que 50% des consultations des sites web ou des demandes d'informations sur Google ou autre se fait maintenant sur smartphone. Donc il fallait une application, on a mis en œuvre cette application web, cette innovation. Et une des données importantes pour le métier, c'est que le data reste dans le métier, c'est-à-dire que même en milieu déporté à la communauté d'agglomération, dans le cadre de la mise en œuvre de cette obligation pour elle, eh bien, le demandeur de logement reste à l'intérieur du métier, c'est-à-dire le data reste dans le métier et ne sort pas du métier, c'est-à-dire il reste à disposition et à l'usage des gens qui ont la responsabilité de faire ça. Donc c'est un exemple, par exemple, de la responsabilité du bailleur dans l'accompagnement de la mise en œuvre des obligations ou des projets des collectivités locales et de manière générale dans la mise en œuvre de cette ville voulue intelligente. Bien, on va avancer un petit peu. Alors tout le monde n'est pas convaincu, hein, parce que je regarde là, je regardais en même temps tous les postes qu'il y a qui nous parviennent. Les HLM coproducteurs de la ville et des territoires, les collectivités et acteurs du smart. Le croit-il? Point d'interrogation. Ah, il va falloir que... bon, on va passer la surmultiplier. Mais pour vous permettre de passer la surmultiplier, vous allez respirer, parce que ces nouvelles approches citoyennes associées au numérique nous amènent évidemment à parler des smart cities. On a déjà commencé à en parler, mais on va continuer à en parler. Je vous propose un petit film et de retourner à Amsterdam, qui est, si ce n'est un modèle, en tout cas, et vous serez d'accord avec moi, Cédric Van Stevendel, une ville qui réfléchit depuis longtemps à peut-être la façon dont faire bouger les choses. Regardez. Depuis une dizaine d'années, la ville d'Amsterdam a décidé de révolutionner l'organisation urbaine grâce au numérique. The goal of Amsterdam Smart City is to work on a future-proof and livable city. And the role of our organization, the organization Amsterdam Smart City, the program, is to connect all organizations, small and big, the city, but also citizens who would like to work on this topic, who have ideas, who have initiatives, who can help us reach this goal. So our main role is to connect them and also to organize this ecosystem which we need. And in many cities, sometimes they look at only big companies with great technologies, which definitely can help us. But in Amsterdam, we believe it's a collaboration between public and private parties and also the citizens. Amsterdam Smart City works on different initiatives and projects in the city with all these different organizations, small and big. And for instance, we work on mobility projects, circular economy projects. Data is very important in the city. Housing, so we call this smart living. So there are many topics we work on with all these organizations. For instance,
Concerning mobility, there are several great examples in Amsterdam which we are working on together with partners. For instance, there are companies working together for you to predict where there's a parking space, because a lot of people spend a lot of time in their car, over 20 minutes at the end of the day looking for a parking space. So combining data can give you this insight where a parking space is and you don't have to look for 20 minutes in the street. Working together with citizens in the city, in the smart city, is very important. It's actually not about the smart city, and definitely not about the technology. It's about the smart citizens and what they want and what they can do. So that's very important to involve them from the start in all kinds of projects, but also involve them in a lot of discussions. And I think in Amsterdam we have a lot of organizations who are very good in this, which we work together with. For instance, Pakhuis de Zwijger. They make programs on all these topics concerning the city every evening, several programs in which people discuss what they would like, why it's important, what we should do. So that's very good to have this discussion. And we also have an online platform at amsterdamsmartcity.com. Everybody can join. There are a lot of professionals on there, 3,500 people already joined, but also a lot of citizens have joined, and that's very important to hear their voice. And when we talk about certain projects, what they would like to do, what they see, are they troubled by certain situations in the city? That's good to hear. Voilà pour ce nouvel exemple amsterdamois. François Richard, je vais m'adresser à vous. Je rappelle que vous travaillez chez Orange. Dans cet exemple, vous avez vu, on parle de collaboration publique-privée. J'imagine que ça vous intéresse, mais ça, on sait faire en France et on sait faire avec les bailleurs sociaux. C'est une bonne question. Là, effectivement, ce qui est illustré sur ce projet à Amsterdam, c'est la coopération de l'ensemble des acteurs de la ville, donc y compris les bailleurs sociaux, les citoyens, les acteurs opérateurs de mobilité, de différents flux, entre eux, au travers de la donnée. Et ça, c'est effectivement quelque chose de relativement disruptif, là encore, mais surtout disruptif au sens de quelle gouvernance il faut effectivement organiser entre nous pour que cette data, cette donnée qui devient le nouveau sang de la ville, soit véritablement bien utilisée et permette à chacun d'entre nous de trouver notre, je dirais, business model, c'est-à-dire la manière de créer de la valeur au travers de cette donnée. Et ça, c'est effectivement un élément un petit peu fondamental sur lequel je pense que pédagogiquement, culturellement, on est peut-être un petit peu en retard par rapport à un certain nombre de pays nordiques, il faut être clair. On a tendance, généralement et de manière assez globale, transversale, à vouloir conserver nos propres données et ne pas les échanger. Alors, il faut, je crois, là-dessus, passer un cap et être capable de se dire, finalement, ces données, certes, on en voit un intérêt par rapport à notre propre activité, mais on n'imagine pas la manière dont elles pourraient être utilisées par d'autres. Et les exemples qui sont donnés là montrent bien qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui est à créer lorsqu'on est capable d'échanger les données. On va revenir à la question des données, la data, parce que c'est vrai que c'est une question qui devient vraiment aiguë. Mais vous accompagnez finalement les établissements, les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux dans leur démarche de smart citisation, on pourrait dire ça comme ça. Vous les sentez très demandeuses aujourd'hui ? Alors, ça dépend effectivement des endroits, ça dépend des collectivités, ça dépend des organismes HLM, c'est effectivement très variable. Oui, évidemment. Mais ça bouge ou Mais ça bouge, oui. Je pense que de ce côté-là, il y a effectivement une évolution, une prise de conscience du fait qu'il faille rentrer sur le train et prendre ce rythme-là. Le rythme qui effectivement est un petit peu nouveau, puisqu'au niveau des data et au niveau de tout ce qui est ICT, on voit que l'accélération de la prise de conscience de l'ensemble des acteurs, donc y compris les citoyens, mais aussi les opérateurs, du fait que ça va aller de plus en plus vite et que l'on va être capable, au travers de cette technologie, d'interagir avec les uns et les autres. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau dont il faut savoir se servir. Donc ça progresse. Mais je pense qu'il y a
effectivement on parlait de rupture ou de fracture numérique, même si effectivement on est tous conscients et on voit autour de nous que le numérique est pris en compte par une majorité de gens, la pénétration du smartphone est effectivement quelque chose de remarquable et on voit bien donc que tout le monde s'en sert. Il n'empêche qu'il ne faut pas quand même laisser traîner derrière des gens qui effectivement ont du mal, les personnes âgées. Et je pense que là, au niveau des HLM, au niveau des acteurs, il y a une contribution effectivement intéressante à mettre en œuvre, que ce soit pour les personnes âgées ou qui n'ont pas été baignées dans ce domaine-là, mais que ce soit, et vous le citiez tout à l'heure, que ce soit les jeunes qui eux-mêmes effectivement utilisent peut-être ce numérique, mais à tort et à travers, sans obligatoirement toujours bien comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Et là, je pense que les offices ont peut-être un rôle à jouer pour effectivement l'éducation de l'ensemble de leurs habitants. C'est intéressant ce que vous voulez dire. Tout le monde veut réagir. Donc Frédéric Bierry d'abord, Cédric Van Stevendel après. Oui, en complément de vos propos, je crois qu'aujourd'hui on est tous conscients, tous les territoires, que si nous ne sommes pas connectés, nous sommes morts. Parce qu'on perd toute attractivité et forcément aujourd'hui on se bat tous pour équiper en domotique, équiper bien sûr en numérique l'ensemble du territoire. Et donc je pense qu'on va réussir dans les 3-4 années à venir sur l'ensemble du territoire national à lutter efficacement contre la première fracture numérique. Mais il y a une deuxième fracture numérique, c'est la fracture de l'usage du numérique. Parce que tout le monde n'est pas, vous parlez des personnes âgées, mais moi je vois par exemple les personnes les plus fragiles, handicapées ou des personnes bénéficiaires du RSA qui sont parfois très isolées, sont complètement coupées de l'usage du numérique. Et là, donc, il y a un vrai enjeu et on a besoin justement des bailleurs sociaux puisque vous êtes en première ligne avec des personnes en fragilité. Donc, on doit travailler sur l'accompagnement à l'usage du numérique et on réussit des grandes choses. On a fait avec des personnes âgées, c'est extraordinaire, qui me disaient au bout d'une expérimentation d'un mois, ils préféraient supprimer la télévision que l'outil numérique. Donc, on voit bien que ça évolue fortement. Mais c'est aussi la maîtrise. C'est-à-dire, après l'usage, il y a même l'échelle au-dessus, c'est la maîtrise du numérique. Et je discutais tout à l'heure avec un élu de Lavensenot qui me disait, le maire de Lavensenot, qui me disait, on commence à créer des postes d'assistants à la maîtrise du numérique, à la maîtrise des usages du numérique. Mais je pense que c'est un vrai enjeu parce que ça progresse tellement vite, la technologie, qu'on a besoin d'accompagner aussi nos concitoyens et les bailleurs sociaux doivent jouer un rôle majeur dans ce cadre. Moi, je vois le visage de Cédric Van Stevendel et de Jean-Pierre Choël à côté que ça sombrit. Vous vous rendez compte? Alors, on leur a expliqué que les bailleurs sociaux, ils doivent s'occuper de l'intégration des populations, ils doivent être un moteur économique et en plus, ils doivent faire de l'accompagnement au numérique. Vous allez pouvoir faire ça, Cédric Van Stevendel? C'est passionnant. C'est passionnant et c'est notamment pour ça qu'on a des exos TFPB, si je peux ramener ça encore dans le débat gouvernemental actuellement. Mais on ne va pas rentrer là-dessus parce que, voilà, et oui, c'est notre job. Rien, quoi. Non, mais parce qu'on segmente la réflexion aujourd'hui. Les bailleurs sociaux bénéficient d'un certain nombre d'avantages fiscaux pour continuer à être présents dans les quartiers. Donc on va continuer à y être et on va faire le job. Simplement, on ne peut pas, dans un même temps, effectivement, multiplier les injonctions et revenir sur les deals qu'on a passés par le passé. Mais mon propos n'était pas là-dessus. Je ne veux pas qu'on se méprenne sur mon interprétation de la fracture numérique. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on le mobilise comme une rhétorique de l'incapacité, de ne pas faire. Oui, parce que j'ai l'impression que mon mouvement, là-dessus, a pris un peu de retard en matière de modernisation, notamment dans le service à ses usagers. Au prétexte qu'on avait des personnes qui n'étaient pas forcément en capacité de se saisir ces outils, on n'est pas allé assez vite, et je le dis comme ça, je vais encore me faire des amis. Normalement, je devais être à une autre table ronde pour discuter des ERP, parce que je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est un peu techno, mais pour la modernisation du monde du logement social, on a aujourd'hui des ERP qui ne font pas le taf. Non, mais je finis de répondre. Et donc, cette fracture, elle n'est pas dans les outils, elle ne doit pas être mobilisée comme une rhétorique d'incapacitation, mais par contre, elle existe. Et j'étais la semaine dernière en Estonie. L'Estonie, aujourd'hui, c'est le pays en pointe sur l'e-administration. C'est vraiment le pays européen qui a tout digitalisé dans ses services aux administrés. Juste, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sacrifié la génération des 60-80, quoi. Ensuite, ils y sont allés comme ça, ils étaient dans une phase de modernisation du pays. Et quand vous discutez avec les Estoniens, ils vous disent « l'e-service, c'est vraiment génial ».
Par contre, nos parents et nos grands-parents, ils sont morts, enfin, par rapport à ça. Donc bien sûr, il ne faut pas aller dans cette direction, et bien sûr, cette fracture des usages, on ne peut pas s'en satisfaire, et on est dans un pays suffisamment développé et puissant pour pouvoir être vigilant à ça, et les bailleurs prendront leur place. Mais par contre, ce n'est pas parce que une partie de la population qu'on loge peut être en fragilité qu'on ne doit pas multiplier ces outils et aller à fond dans les outils numériques, parce que les générations qui arrivent, elles seront uniquement sur ce registre. On est dans une phase de transition que nous devons accompagner pour ne pas laisser des gens sur le chemin, mais par contre, ça ne peut pas être une excuse pour ne pas y aller. Et il faut qu'on développe des services multicanaux, il faut qu'on garde de la présence sur les quartiers, mais qu'en même temps, nos gardiens, ils aient des tablettes pour suivre l'état du traitement de la réclamation, parce que c'est aussi ça la vie quotidienne des gens, hein. C'est l'ampoule qui ne marche pas dans le hall, et si la technologie, elle ne permet pas d'améliorer la réactivité des bailleurs là-dessus, ce n'est pas la peine d'y aller. Thierry Marcoux, comment est-ce qu'on fait pour que finalement le numérique profite à tout le monde? Alors, moi aussi, je pense que la question de la fracture numérique, elle est à manier délicatement et un peu derrière nous. Je pense, moi, que vraiment, plus on avance et plus on n'aura que des digital natives, c'est-à-dire des gens nés avec Internet et qu'ils ont l'occasion des dizaines de fois dans la journée de pratiquer, d'apprendre. Oui, vous voulez que me vient à l'esprit, il y a la fracture numérique s'inverse. Plein de gens aujourd'hui ont l'impression de revenir 20 ans en arrière quand ils arrivent à leur bureau de travail, et qu'ils ouvrent leur écran, vieil écran IBM, et qu'ils ont leur vieille interface de leur logiciel maison qui a 20 ans, qui n'a jamais oublié, qui n'est pas tactile, vous voyez, pour moi, la vraie fracture numérique, elle est presque là aujourd'hui. C'est-à-dire entre la vie privée et personnelle, où on sait tous manipuler des tablettes, faire des réservations en ligne en 3 secondes, échanger, publier des vidéos, et puis votre interface de boulot, où il faut un quart d'heure pour publier quelque chose, ou trouver oublier la... Enfin bon, bref, voilà. Franchement, pour moi, s'il y a une fracture numérique aujourd'hui, elle est là. Et alors, je sais qu'on a peu de temps. Moi, le sujet que j'aurais voulu aborder, j'entends bien tous les soucis qu'ont les bailleurs, tous les efforts qu'ils font, et moi je pense que tout ça va dans la bonne direction, mais je pense que ce n'est pas seulement demander leur avis aux gens ou simplifier les procédures autres. Encore une fois, c'est très important. Moi, si j'avais un petit message à faire passer aujourd'hui, c'était de se dire, finalement, quand on voit le poids aujourd'hui des plateformes numériques, hein, ce sont celles-là qu'on manipule tous les jours, plusieurs fois par jour, qui nous font monter en compétences, qui nous élargissent nos points de vue, nos relations sociales, enrichissent nos interactions. Enfin, bon, de quelle manière un bailleur social pourrait-il lui aussi faire plateforme? Est-ce que ça n'est pas là encore autre chose, une perspective qui serait... Écoutez, de l'éducation et maintenant les voilà plateforme. Oui, mais parce que je pense qu'un bailleur social a plusieurs points communs avec une plateforme. Hein, une plateforme, en gros, je vais faire vite, c'est un tiers de confiance. Hein, c'est Facebook, Airbnb, bon, voilà, on y est, on sait qu'il va se passer telle ou telle chose sur cette plateforme. Donc voilà, un bailleur social, c'est aussi un tiers de confiance. Deuxièmement, une plateforme, c'est adossé à une communauté. Hein, la plateforme anime, entretient, enrichit, fait vivre cette communauté. C'est exactement le cas pour un bailleur social. Et puis, troisième élément, une plateforme, c'est un dispositif qui va enrichir les interactions, affiner, faire de l'appariement, du matching, prendre quelqu'un qui a un besoin, quelqu'un qui a une offre, et comment on va pouvoir concilier tout ça. Moi, je pense qu'un bailleur social, ça peut vraiment s'engager dans une logique de plateforme. Je donnerai un seul exemple. Il se trouve qu'à la FING, on travaille pas mal sur ce sujet en ce moment, c'est la mobilité. Puis notre sujet, c'est à la fois Smart City et ville durable. Hein, donc, c'est les questions de mobilité. Hein. Il se trouve qu'on a l'occasion de travailler en ce moment avec les équipes d'Uber France. Et moi, j'ai appris plein de choses. Alors, Uber, c'est un peu le diable aujourd'hui. Il y a plein de critiques à faire sur leur manière de procéder. Bon, c'est un autre sujet. Mais moi, il y a 2 chiffres qui m'ont vraiment retenu mon attention sur la mobilité. En Ile-de-France, 40% des déplacements, des courses d'Uber, banlieue. Banlieue. Et c'est vraiment en complément.
Enfin, c'est là où le STIF veut dire que Uber n'a pas fait absent. que remplacer les taxis, il a créé de nouveaux usages. Non, mais bien sûr, il a répondu à des besoins de banlieue, où il y a, je pense, de nombreux bailleurs sociaux qui ont des populations qui sont un peu... hein, il y a fracture numérique, je dis non. Fracture en termes de mobilité, je dis oui. Hein, enfin, en tout cas, je connais mieux la question de l'Île-de-France que celle de l'Alsace. Mais bon, quand à Clichy-sous-Bois, qui est à 15 km de Paris, il faut 1h30 en transport en commun pour accéder à Paris, il y a vraiment un problème ici de desserte, de réseau. Eh ben, je ne dis pas qu'il faut laisser Uber racheter le STIF et gérer tous les déplacements. Ce n'est pas du tout ça. Mais je me dis, est-ce que les bailleurs sociaux, dans des territoires comme ça, où il y a des fractures de mobilité, est-ce qu'un bailleur social ne peut pas se dire, est-ce que je ne peux pas aussi devenir un organisateur du covoiturage? Moi, je vous rappelle que là, très récemment... Vous savez que vous nous lancez quand même des idées pour 12 tables rondes pour les congrès mais de l'USH. les assises de la mobilité récemment, là, le gouvernement a affirmé un certain nombre de choses. Il n'y a plus d'argent pour les nouvelles infrastructures. Il va falloir faire mieux avec ce qu'on a. Ben, voilà un défi, tout l'argent va pour les bailleurs sociaux, comme vous l'avez dit. Stimulant pour les bailleurs. Je rebondis sur votre première suggestion et je voudrais avoir l'avis de François Richard sur la question de bailleur social qui est initiateur de plateforme. Je pense qu'effectivement, c'est une tendance forte qui existe et qui se développe. Il y a d'ores et déjà des quartiers dans lesquels, effectivement, nous avons nous-mêmes mis en place ces fameux portails communautaires, plateformes permettant justement de faire le lien, de créer le lien entre les habitants et faire de telle sorte que toute une série de services se mettent en œuvre, y compris services à l'intérieur des bâtiments, donc des conciergeries, des notions permettant de faire de l'entraide entre différents locataires ou propriétaires, mais également vis-à-vis de tout ce qui est services externes. Et c'est là où la relation avec la collectivité et les acteurs de la collectivité effectivement se met en place. C'est au travers de la plateforme que des informations générales sur la mobilité, mais sur aussi la manière de faire, par exemple, des économies d'énergie et de créer effectivement une certaine prise de conscience de la partie développement d'énergie. Et je voudrais effectivement introduire à ce niveau-là le rôle que les bailleurs sociaux peuvent également avoir vis-à-vis de la transition énergétique et du déploiement du smart grid. C'est aussi à ce niveau-là des services nouveaux qui peuvent être apportés aux habitants au travers de toutes les énergies renouvelables, mais également, et c'est un élément qu'il faut effectivement bien avoir en tête, ou en tout cas qu'il ne faut pas oublier, c'est cette autonomie que l'on essaye de créer dans les différents îlots, mais également la nécessité de garantir la solidarité entre les différents îlots. C'est-à-dire qu'il y a un rôle respectif à mettre en œuvre entre comment faire de telle sorte que ce soit au niveau de l'énergie, mais que ce soit aussi au niveau de l'information, la capacité dans les îlots d'être le plus optimum et créer effectivement une véritable prise de conscience. Et donc, on parle du conso-acteur, on parle de toute cette notion-là, mais aussi faire de telle sorte que l'interopérabilité des différents îlots et l'organisation globale de la communication entre les îlots qui revient à la région, au département ou à la collectivité, soit également assurée. Et ça, c'est une notion assez fondamentale qu'il faut effectivement garder en tête. Il ne suffit pas de créer une prise de conscience au niveau îlot, il faut aussi garantir l'interopérabilité et on revient à la transparence vis-à-vis des données qu'il faut effectivement assurer. Frédéric Bierry, je vous passe la parole dans un instant, mais d'abord, Jean-Pierre Choël, quand vous entendez que ce soit Thierry Marcoux ou François Richard parler de ce nouveau rôle du bailleur social, de plateforme, vous vous dites c'est pas possible ou vous vous dites oui, c'est ça l'avenir? Oui, c'est ça l'avenir. Simplement, je rejoins mon collègue en disant qu'on a pris du retard parce que nous avons été fort occupés pendant une dizaine d'années à mettre en œuvre des projets de rénovation urbaine qui ont intégré de multidimensions et il n'était pas possible. Nous avons par exemple mis nous en œuvre à notre petite échelle 7 projets de rénovation urbaine. Donc nous avons accompagné fortement les collectivités locales dans la mise en œuvre de tout cela. Pour le bien des habitants, nous avons réhabilité 2500 logements de manière thermique pour
aller vers l'économie d'énergie et fossile. Ça nous a permis d'économiser 10 millions de kilowattheures mètres carrés an, c'est considérable sur les 10 années, mais l'avenir effectivement du monde HLM, c'est de créer cette communauté, de créer cette collectivité et de l'animer. Et j'y crois vraiment, c'est l'avenir indépendamment de notre métier, on doit le faire évoluer et on doit aller dans cette voie-là. Il n'y a aucun doute là-dessus, j'ai vraiment cette conviction. Frédéric Bierry ? Oui, deux, trois petites réactions. D'abord sur la mobilité, parce que quand on parle Smart City, bien évidemment, l'enjeu de la mobilité, il y a l'enjeu bien sûr du logement, de la qualité et des services qu'on peut offrir dans le logement, mais il y a aussi effectivement toute l'organisation autour qu'on peut faciliter. Les routes intelligentes, on a vu Amsterdam avec les pistes cyclables, aujourd'hui nous sommes le département le plus cyclable de France, ici c'est un vrai enjeu de développement de la qualité de vie. Avec le vélo électrique aujourd'hui, les distances changent. On peut faire beaucoup plus de distance, etc. On voit bien que là, il y a tous des nouveaux outils. Uber, moi, je suis en train de travailler avec Uber sur la possibilité des déplacements des personnes en situation de handicap, parce que justement, on n'avait pas de solution, un modèle économique qui pouvait être satisfaisant. Donc, on voit bien qu'on doit travailler sur les réseaux de chaleur. Là, tout à l'heure, je vais inaugurer un réseau de chaleur de la Cibar, où on arrive à travailler avec un parc, justement, par parlait tout à l'heure de partenariat public-privé. On va inaugurer un réseau de chaleur ici, dans un quartier de Strasbourg, pour 1000 logements, en travaillant avec une entreprise qui s'appelle une entreprise SIAT, une scierie, de sorte à avoir des granulés bois avec des prix garantis, donc avec 20% de coûts énergétiques en moins. Donc on voit bien que les bailleurs sociaux, et là c'est un bailleur social, la Cibar, qui porte ça. Donc on voit bien partenariat public-privé, ouverture sur des réseaux de chaleur qui vont pouvoir profiter bien sûr à des locataires, mais aussi parfois au tissu économique, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi le coût de l'énergie pour maintenir du tissu économique sur le territoire. Donc vous voyez, il y a des vrais enjeux, mais ça, il faut tenir compte aussi de chaque réalité de territoire, parce que l'engagement du bailleur ne sera pas forcément le même selon les besoins du territoire. Thierry Bièvre. Moi, je voudrais ajouter que le numérique, c'est aussi un outil formidable dans la réduction du coût, dans la réduction des gaz à effet de serre, et c'est un outil qui va nous permettre aussi de modéliser la ville de façon la plus durable possible. Alors, on utilise le terme de ville intelligente, de ville durable. J'ai entendu parfois le mot tout à l'heure de permettre. Et je pense que la ville de demain, la ville numérique, c'est la ville qui permet. C'est la ville sur laquelle vient se créer la vie. C'est la ville où vient se créer les vies, les différentes possibilités de vie. Et donc là, les pôles, justement, les pôles de compétitivité, par exemple, sont vraiment, on va dire, des pivots qui mettent en relation, en fin de compte, un besoin, donc qui est celui, en fin de compte, du citoyen, tout simplement, hein, parce que chaque fois qu'on parle d'innovation dans ce pays, on oublie toujours pourquoi on fait l'innovation et pour qui. On est souvent axé sur le comment. Donc le numérique est un outil, c'est pas une fin, et je pense qu'aujourd'hui, il faut être vigilant aussi au risque d'ubérisation. Vous avez parlé tout à l'heure de plateformes, qui serait la plateforme des bailleurs sociaux. Je pense que c'est une excellente idée, hein, puisqu'aujourd'hui, il faudrait que cette data, elle est la propriété, en fin de compte, de l'usager, et qu'elle serve les intérêts, en fin de compte, de la collectivité au service de ses usagers, et que ce ne soit pas le contraire, que ce soit plutôt, on va dire, une perte de liberté, et donc des informations qui profitent à un plus petit nombre, et non pas au plus grand nombre. Voilà, donc je pense que c'est très important que le numérique soit utilisé comme outil et non pas comme fin. Et aujourd'hui, dans le secteur du bâtiment, on voit aujourd'hui avec le Building Information Modeling et puis on va dire toutes les capacités, on va dire qui sont créées au quotidien, on va dire par des outils, des softs, etc. Et ensuite, on va dire l'appétence, on va dire, des citoyens à utiliser ces outils, y compris dans le monde social. Je crois qu'on est en voie de progrès. Vous parlez des data, des données, ça me fait une transition toute trouvée, parce que je voudrais justement qu'on en parle tout de même. Plein de réactions sur ce que vous dites, plateforme HLM, fournisseur d'énergie sociale, pour une interrogation. Qui dit collaboratif dit partage de la plateforme et de la data. Plateforme suppose confiance. Plateforme HLM, fournisseur d'énergie sociale. J'en passais des meilleurs. Il y a même des postes qui viennent de gens qui ne sont pas dans la salle, puisque on est numérisé ici et vous êtes retransmis en streaming. Est-ce que, Cédric Stevendal, est-ce que les bailleurs sociaux ont parfaitement conscience aujourd'hui d'être détenteurs de données qui valent de l'or, d'abord, deuxièmement, qui peuvent être extrêmement utiles?
Ouais, je pense. D'abord parce qu'on commence à négocier avec nous pour savoir combien on va les vendre, donc du coup ça crée de la valeur. Mais au-delà de la plaisanterie... Regardez François Richard, dont l'œil frise. Ouais. Je pense qu'on est en train de comprendre ce vers quoi on va, et on est en train de comprendre qu'on a une espèce de triple révolution à conduire. Celle de la modernisation, j'en ai parlé, de nos outils. C'est une modernisation qui, bien sûr, va amener des effets de diminution des coûts extrêmement importants. Moi, je lance avec mon organisme, grâce à l'appui de l'Europe, un programme qui s'appelle Energy Sprong, où on va réhabiliter 1000 logements sur lesquels, avec les appuis de la maquette numérique, de la préfabrication, on voit bien aujourd'hui qu'on arrive à avoir des effets d'amélioration des coûts et de prise en compte des usages, et qu'on passe l'énergie plutôt sur le temps qu'on passe avec les locataires, sur ceux qu'ils ont besoin, plutôt que sur des éléments extrêmement techniques avec peu d'impact. Donc on a compris. Mais donc on a une première révolution sur la modernisation de nos outils et de nos pratiques. On y est. On a une deuxième révolution sur des enjeux de coproduction. Coproduction, bien sûr, avec les habitants, avec nos partenaires et avec nos collaborateurs aussi. Ces éléments de rupture dans les modes de pratique amènent aussi nos équipes à travailler extrêmement différemment, et ça c'est plutôt positif pour notre secteur d'activité. Et puis le dernier, moi je rejoins parfaitement la plateforme, et je ne prends pas ça comme une charge supplémentaire demandée aux bailleurs sociaux. Nous serons demain des opérateurs de la ville, et donc nous serons des plateformes interopérables, interconnectées avec un certain nombre de partenaires sur la mobilité physique, mais aussi sur la mobilité résidentielle. L'Union sociale développe un outil Bienvéo plutôt assez rapidement, et là on voit bien que quand on met les moyens, on est capable, notre mouvement, d'aller assez vite et de produire des choses qui n'ont pas à rougir de la comparaison avec ce qui se passe dans d'autres secteurs d'activité. Et donc pour moi c'est bien ça, ces trois éléments sur lesquels on va devoir bouger grâce à ces villes digitales et avec ces données. On va pouvoir se moderniser, et certainement que c'est un des éléments de réponse qu'on peut faire au gouvernement aujourd'hui qui nous attaque sur notre gestion. Oui, d'accord, allons-y sur un plan de transformation. Travaillons sur la diminution des coûts de gestion. Effectivement, la digitalisation d'un certain nombre de nos métiers viennent diminuer les coûts de fonctionnement, mais on va y aller à un rythme raisonnable. Il ne s'agit pas de faire de la casse sociale avant. Et puis, coproduction avec les habitants, et puis interopérabilité. Moi, je suis d'accord sur le fait que les bailleurs, demain, seront des plateformes. Elles le sont déjà dans certains pays en Europe. Mais on est bien au cœur des politiques de l'habitat dans les villes, et pas juste des outils qu'on mobilise quand on en a envie et quand on en a besoin. François Richard, vous, ces données, elles vous intéressent? Je vous lis cette petite question qui, à mon avis, vous est destinée. Peut-on être smart et data et agir pour l'intérêt général? Vous voyez ce qu'ils veulent dire? Je pense que, en tout cas, nous, au niveau d'Orange, les data nous intéressent non pas au sens usage de la data, je dirais comme certains acteurs et les grands acteurs type GAFA, pour effectivement faire de la monnaie sur les données. Elle nous intéresse pour qu'effectivement elle puisse être partagée, elle puisse être diffusée et utilisée par tous. Et donc notre métier, qui était jusqu'à présent de mettre en relation les gens les uns avec les autres au travers des réseaux, commence à devenir quels sont les types de technologies et d'outils logiciels qu'il faut mettre à disposition de ces plateformes pour que, effectivement, la maîtrise de la donnée, le traitement de la donnée, la restitution, et on parle de big data à ce niveau-là, c'est-à-dire quels sont tous les outils qu'il faut mettre à disposition des acteurs métiers pour qu'ils puissent effectivement maîtriser d'abord la propriété, la confidentialité, l'anonymisation, la protection des données personnelles, etc. Donc quels sont les outils? On parle de GDPR, bon bref, il y a toute une série d'obligations maintenant qui sont faites auprès des acteurs qui travaillent sur les données. Donc quels sont les outils pour simplifier la vie des gens à l'utilisation de ces données? Quels sont les outils partagés permettant effectivement de faire de l'analyse trans-métier et cross-métier pour qu'effectivement ce nouveau sens puisse apparaître, et ensuite le mettre à disposition, tous ces outils et ces données traitées auprès des acteurs métiers. Donc notre métier à nous, il n'est pas d'utiliser les données pour notre propre besoin, c'est de mettre à disposition des outils permettant de traiter les données, beaucoup plus. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faut effectivement avoir, et pour lesquelles, en particulier au niveau des collectivités, je ne suis pas sûr qu'elles soient arrivées à un bon niveau. J'ai parlé des GAFA. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit très, très vigilant quant à la manière
les GAFA ont fait tout leur revenu sur l'utilisation des données personnelles, individuelles, au profit de leur chiffre d'affaires en faisant de la publicité, en utilisant la publicité. Il faut qu'effectivement, au niveau des collectivités, des acteurs métiers de la ville, on ne parte pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce n'est pas gratuit et ça ne sera pas valorisable au niveau de la publicité. Il faut donc qu'on soit capable ensemble de trouver le business model, un autre business model que celui que les GAFA utilisent, pour effectivement faire les traitements de données, je dirais, plus professionnels, industriels, qui caractérisent la collectivité et les villes. Thierry Bièvre ? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose sur le modèle économique. Moi, il y a quelque chose qui me titille un petit peu sur ce modèle économique, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de déposséder, en fin de compte, celui qui crée la data, c'est-à-dire l'usager, et donc au bénéfice de quelqu'un d'autre. Et donc, est-ce que dans ce modèle économique du numérique, la rémunération de la plateforme, c'est plutôt la rémunération de l'usager? Parce que je pense qu'il y a une vision plus humaniste derrière ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on crée de la valeur en permettant donc à des plateformes d'échange, on va dire, de bénéficier d'informations, et ces informations, il faut forcément, moi je dirais, qu'elle rémunère celui qui les émet et non pas celui qui les collecte. Thierry Marcoux. En fait, j'ai oublié de citer, j'avais dit tout à l'heure 2 chiffres à propos d'Uber, je n'ai pas cité le deuxième, mais c'est pour rebondir. Vous avez de la suite dans les idées. Le VTC a créé 20 000 emplois en Île-de-France. Aucune autre organisation n'a été capable de créer autant d'emplois en si peu de temps en Île-de-France. On peut être très critique sur la nature de ces emplois, hein, qu'on appelle parfois bullshit jobs, hein, boulot de merde, hein, enfin voilà. Mais toujours est-il que c'est aussi un fait extrêmement important. Enfin, et vous parliez de rémunération, où est la valeur et autres, et pour faire le lien avec comment on implique les gens, enfin, on voit bien qu'aussi les plateformes s'appuient aussi sur la possibilité de pouvoir quelque part recruter les gens et leur proposer des tâches, soit permanentes, soit partielles. Enfin, je pense que c'est un élément extrêmement intéressant, dangereux, hein, enfin, mais qu'il faut introduire dans cette réflexion autour des bailleurs sociaux aux plateformes, que je suis ravi d'avoir partagé avec vous aujourd'hui, vraiment. Sur la data, Jean-Pierre Choël ? Oui, j'étais le premier à cette table ronde à parler de la data tout à l'heure, sur cette innovation de Logement Connect. C'est vraiment l'idée qui nous anime, c'est de conserver, de structurer cette data et qu'elle ne s'éparpille pas. Aujourd'hui, on est confronté déjà à un enjeu sur cette data avec tous nos prestataires et nos fournisseurs d'énergie ou autres qui, eux, ont leur propre start-up, qui viennent se connecter sur les réseaux de chaleur ou autres et qui créent de la data qui nous échappe. Et qui vont en faire une valorisation commerciale pour le coup. Donc il nous appartient, nous, d'aller très très vite, et on l'a dit, on est capable d'aller très très vite parce qu'on est très agile, contrairement peut-être à ce qu'on peut ce dont on peut nous accuser comme étant des acteurs de l'Ancien Régime. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. On est très agile. Non, on est très agile et on est en train de se moderniser à une très grande vitesse et d'intégrer toutes ces questions de numérisation, de digitalisation et d'appropriation et de conservation du data dans le métier pour pouvoir ensuite le mettre au service de l'intérêt général, puisque nous sommes des outils publics et privés d'intérêt général, puisque vous disiez les offices, mais il y a les SAD-HLM aussi, pour établir un petit peu. Et donc nous avons, nous, cette obligation d'intérêt général. Et donc nous sommes des garants. On parlait de tiers de confiance tout à l'heure. Croyez-vous qu'on aurait réussi à dire à nos locataires, il y a 10 ans, votre quartier demain avec la rénovation urbaine, ce sera ça? Ils nous ont cru. Et ils ont eu raison, parce que nous l'avons fait. Et donc, nous sommes vraiment des tiers de confiance. Cédric Van Stevendel, peut-être un petit mot de conclusion avant de laisser le mot de la fin à Frédéric Bierry. Non, mais sur cet aspect-là, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les bailleurs sociaux se saisissent de cette révolution comme étant une manière de repenser le modèle. Et on est en train de le faire. Il ne faut pas qu'on le fasse avec un couteau sous la gorge. On va bouger, mais ça va être une formidable opportunité pour repositionner ce secteur comme un des opérateurs de la ville, sachant que cette ville qu'on dit durable et intelligente, c'est une ville demain qui doit proposer
de l'expérience sensible et positive aux gens qui y vivent. Ça va être ça notre travail de demain, ça va être de produire de l'expérience. On le sait tous, on est tous en train de travailler là-dessus, mais simplement, on ne pourra pas accompagner les territoires les plus éloignés de cette expérience sensible et positive si on nous assassine directement. En tout cas, si vous voulez que ça soit avec les bailleurs sociaux, il va falloir qu'on le pense autrement, et on est prêt à le faire. Frédéric Bierry, on arrive au terme de ce débat. Ville intelligente, ville durable et territoires innovants, c'était le titre de cette table ronde. Mais est-ce que ce n'est pas juste qu'un titre? Est-ce que ça va devenir réalité? Est-ce que les élus finalement, et l'élu que vous êtes et les élus que vous représentez sont véritablement conscients de l'enjeu qu'il y a derrière tout ça? Je crois que nous, on est rappelé très régulièrement par nos concitoyens. Moi, je dis toujours, on est des élus à portée d'engueulade. Portée de baffe. À portée de baffe aussi parfois, mais ça vous permet d'être rattrapé par la vie quotidienne de nos concitoyens. Et je pense que tous ces enjeux-là sont pris en compte par les élus. On a conscience que seul, on ne sera pas en capacité de relever les enjeux. Et donc, moi, je pense que vous êtes un partenariat extraordinaire sur lequel on doit beaucoup plus s'appuyer. Donc moi, si j'avais un appel à faire aujourd'hui, profitez de c'est que ce partenariat élu sur les territoires avec les opérateurs se renforce à travers un travail partagé à l'échelle des bassins de vie qui correspond aux attentes de nos concitoyens. Ça, c'est le premier message. Et puis le deuxième message, aujourd'hui, pensez à tous les territoires. Tous les territoires. Parce que j'entends toujours ville, mais c'est tous les territoires qui sont impactés. Et aujourd'hui, justement, avec les nouveaux équipements, avec le numérique, le télétravail est quelque chose qui va pouvoir exploser dans les années à venir, qui permettra du coup d'avoir un aménagement du territoire de l'habitat bien plus équilibré qu'aujourd'hui. Et si on ne veut pas avoir dans les villes des pétaudières sociales, parce que vous savez ce que c'est aussi dans vos problématiques du quotidien, les difficultés sociales sur le terrain, il faut être attentif à cet aménagement organisé du territoire. Et là aussi, je pense qu'il faut construire en tenant compte des potentialités de chaque territoire. Je peux aller dans n'importe quel village de notre pays, il y a des pépites, il y a des potentialités, il y a des ressources. Et les projets de développement de l'habitat doivent s'appuyer sur ces potentialités et ces ressources. Et les élus, nous, on veut construire avec vous. Allez, je vous cherche 12 secondes. Un mot de conclusion. Il y avait une bonne intention. Le ministère du Logement est dans le ministère de la Cohésion des Territoires. À la base, ça part vraiment d'un bon sentiment. Ça part d'un excellent sentiment. 3 petits points. Fin de cette table ronde. Demain, on aura Julien de Normandie qui viendra s'exprimer dans cette salle. Bon après-midi à tous. Il y a des travaux au forum, dans les différentes commissions. On se retrouve en plénière demain matin. Bon appétit.